Le pied de mon verre de vin me semblait glissant dans ma main alors que mon patron se penchait vers moi, souriant comme un homme annonçant une bonne nouvelle. Chris va avoir la promotion. Tu lui seras toujours d'un grand soutien, a-t-il dit. Lui, la jeune recrue que je formais depuis des mois. Je sentais mes joues rougir, mais l'éclairage tamisé du restaurant le masquait. La seule pensée dans ma tête était, pourquoi m'amener ici pour ça? Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Le steak hors de prix avait soudain le goût du carton. Autour de nous, d'autres clients discutaient joyeusement, totalement ignorant que mon monde s'effondrait à la table 12. Mon patron, Kevin, continuait de parler de dynamique d'équipe et de nouvelles perspectives, mais tout ce que j'entendais, c'était le bruit de mes 9 ans de carrière s'écrasant contre un mur de briques. Le serveur a rempli mon verre de vin, et j'ai remarqué que ma main tremblait légèrement en l'attrapant. Kevin ne semblait pas s'en rendre compte. Il était trop occupé à expliquer pourquoi cette décision était la meilleure pour toutes les personnes concernées. L'ironie de célébrer ma rétrogradation autour d'un repas à $100 ne m'a pas échappé. Je me suis forcé à hocher la tête et à sourire. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour m'effondrer. Mais à l'intérieur, quelque chose de froid et de calculateur s'éveillait déjà. Si Kevin pensait que cette conversation était terminée, il se trompait lourdement. J'avais déjà 3 coups d'avance, planifiant quelque chose qu'il ne verrait jamais venir. La partie venait de commencer. J'ai forcé un rire poli, le genre de rire qui cache à quel point vous avez la gorge nouée. Le petit prodige était assis à la table d'à côté avec un autre groupe, sa voix portant alors qu'il se vantait d'un appel client que j'avais en fait dirigé. Mon patron continuait de parler d'esprit d'équipe et de mentorat, mais chaque mot résonnait comme une gifle. Chris apporte une telle énergie à l'équipe, a poursuivi Kevin en coupant son saumon, et avec ton expérience pour le guider, je sais que vous formerez un duo imbattable. L'ironie ne m'échappait pas. On me demandait d'apprendre à mon remplaçant comment faire mon travail. La musique jazz du restaurant jouait doucement en fond sonore, bande-son de mon humiliation professionnelle. Je regardais le visage de Kevin pendant qu'il parlait, cherchant le moindre signe indiquant qu'il comprenait ce qu'il me demandait réellement. Il n'y en avait aucun. Juste l'expression confiante d'un homme qui croyait résoudre des problèmes plutôt que d'en créer. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir craquer. J'ai mâché ma nourriture lentement et j'ai planifié mon évasion mentalement, pas physiquement. Chaque sourire que j'ai adressé à Kevin était calculé. Chaque hochement de tête était stratégique. Il pensait annoncer une nouvelle. Je savais qu'il me fournissait des munitions. Ce dîner serait la plus grosse erreur de sa carrière. Et il n'en avait aucune idée. Je m'appelle Amanda Keane, 34 ans, chef de projet dans une agence de marketing de taille moyenne à Chicago. J'ai passé 9 ans dans cette entreprise, gravissant les échelons à un sans jamais faiblir. J'ai remplacé des collègues en vacances, j'ai fait des heures supplémentaires tard le soir, j'ai corrigé des erreurs qui n'étaient pas les miennes. Je ne voulais pas juste cette promotion. Je l'avais méritée avec chaque cellule de mon corps. J'ai commencé ici fraîchement diplômé de l'université, avec rien d'autre que de la détermination et un diplôme de commerce. Pendant que d'autres jouaient à la politique de bureau, je me concentrais sur les résultats. Mes campagnes ont rapporté des millions. Mes relations avec les clients étaient solides comme le roc. Mon équipe me respectait parce que je n'avais jamais jeté personne en pâture, même quand cela aurait été facile. J'avais vu des collègues aller et venir. Certains promus au-delà de leurs capacités. D'autres ignorés malgré leur talent. Je pensais comprendre les règles de l'avancement. Travailler dur, obtenir des résultats, être fiable. J'avais suivi cette formule à la perfection pendant près d'une décennie, croyant que l'excellence finirait par être récompensée par de la reconnaissance. Mais ce soir, assise en face de Kevin dans ce restaurant hors de prix, j'ai appris que rien de tout cela n'avait d'importance. La promotion n'a jamais vraiment été la mienne. Elle avait été promise à quelqu'un d'autre avant même que je sache que j'étais en compétition. Cette prise de conscience m'a frappé comme de l'eau glacée. Je ne perdais pas seulement un titre de poste. Je perdais ma foi en l'équité, et cela me rendait dangereuse. À la moitié du repas, mon patron a lâché une autre bombe. Oh, et à partir du trimestre prochain, nous allons transférer le compte Stevenson à Chris, a-t-il dit, comme s'il me parlait de la pluie et du beau temps. Le comte Stevenson était ma fierté, ma preuve, la raison pour laquelle j'étais remarqué. J'avais construit cette relation à partir de rien pour en faire un partenariat à $1 million. Mon sourire s'est figé, mais à l'intérieur,
je réécrivais déjà mon rôle dans ce jeu. Le compte Stevenson n'était pas seulement une affaire commerciale. C'était personnel. Je connaissais chaque détail de leur entreprise, des préférences en matière de café du PDG à la date de remise des diplômes de sa fille. J'avais passé 2 ans à instaurer une confiance qui ne pouvait pas être remplacée du jour au lendemain. Kevin a continué à manger comme s'il ne venait pas de m'arracher ma plus grande réussite professionnelle. Il parlait de transfert de connaissances et d'opportunités de développement pour Chris, ignorant totalement le fait qu'il transférait des relations qui avaient mis des années à être cultivées. Certaines choses ne peuvent pas être transférées dans une présentation PowerPoint. C'est logique, me suis-je entendu dire. Chris aura besoin d'une base solide sur laquelle s'appuyer. Kevin a hoché la tête, satisfait de ma réponse. Il ne se doutait pas que je pensais déjà des mois à l'avance. S'il voulait confier l'œuvre de ma vie à un nouveau venu inexpérimenté, j'allais m'assurer que Chris mérite chaque douloureuse leçon qui l'accompagnerait. Certaines leçons ne s'enseignent pas. Elles doivent être vécues. J'ai hoché la tête, je lui ai dit que je comprenais, et je l'ai même remercié de me faire confiance pour la transition. Les yeux de mon patron se sont adoucis, prenant clairement mon sang-froid pour de la docilité. Mais alors qu'il parlait de délai et de logistique, j'ai réalisé qu'il pensait avoir gagné, que tout était fini. Je savais que tu serais professionnel face à ça, a dit Kevin, levant son verre au nouveau départ et au succès continu. J'ai trinqué avec lui, regardant le vin tournoyer comme du sang et de l'eau. Il pensait que nous portions un toast à mon acceptation. Je portais un toast à sa chute. L'ironie du moment ne m'a pas échappé. Kevin m'avait amené ici en pensant gérer en douceur une conversation difficile. Il est probablement rentré chez lui ce soir-là fier de la façon dont il avait géré l'annonce de la nouvelle. Il n'avait aucune idée que sa planification minutieuse venait de se retourner contre lui de façon spectaculaire. C'est la première fois que j'ai ressenti cette lueur de satisfaction, sachant qu'il ne me verrait pas venir. Je pensais déjà des mois à l'avance, élaborant une stratégie qui ferait passer la conversation de ce soir pour un jeu d'enfant. Kevin m'avait donné quelque chose d'inestimable sans s'en rendre compte, de la clarté. Je savais désormais exactement à qui j'avais affaire et exactement ce que je devais faire à ce sujet. Il ne s'agissait plus seulement d'une promotion. Il s'agissait de respect. Les lumières de la ville défilaient derrière la vitre de mon Uber. Mon téléphone a vibré, un SMS de Chris. Merci pour toute ton aide ces derniers mois. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ce message m'a fait l'effet de sel sur une plaie à vif. Même si je savais qu'il était probablement sincère. Ce n'était pas entièrement de sa faute, mais il allait apprendre une dure vérité. Les opportunistes gardent rarement ce qu'on leur a offert sur un plateau. Et je n'allais pas mendier des miettes. L'ancienne Amanda aurait peut-être lutté pour l'équité ou fait appel au RH. La nouvelle Amanda comprenait que l'équité était quelque chose que l'on créait, pas quelque chose que l'on attendait. Le chauffeur a fait la conversation sur la pluie et le beau temps, mais je l'ai à peine entendu. Mon esprit tournait à toute vitesse, calculant les risques et les récompenses. Chaque pâté de maison que nous passions était une minute de plus pour planifier mon prochain coup. Au moment où nous sommes arrivés dans mon quartier, j'avais déjà décidé que ce n'était pas une fin. C'était un début. Au moment où j'ai atteint mon appartement, mon esprit était clair comme de l'eau de roche. Je ne me battrai pas contre la décision de Kevin. Je ne me plaindrai à personne. Au lieu de cela, je laisserai Chris savoir exactement ce qu'il voulait, l'entière responsabilité de gérer une relation client qu'il ne comprenait pas. Parfois, la meilleure façon de prouver l'incompétence de quelqu'un est de lui donner exactement ce qu'il demande et de le regarder se pendre avec. Quelques mois plus tôt, on m'avait dit lors d'un entretien individuel que j'étais pressenti pour le poste de manager senior. Kevin avait fermé la porte de son bureau et parlait avec le ton feutré réservé aux nouvelles importantes. Chaque projet auquel je touchais était impeccable. Chaque email client revenait élogieux. Je restais tard, je formais les nouvelles recrues, et je pensais m'attirer les bonnes grâces. Tu es définitivement dans la course, avait-il dit en examinant mes indicateurs de performance. Continue ce que tu fais, et je pense que tu seras très heureuse de la tournure que cela va prendre. J'étais sorti de cette réunion sur un petit nuage, planifiant déjà mentalement la façon dont j'utiliserais cette autorité supplémentaire pour améliorer nos processus. Je me souviens avoir appelé ma sœur ce soir-là, excité à l'idée d'être enfin reconnu pour mes contributions.
J'avais commencé à chercher des programmes de formation en leadership et à réfléchir aux changements que j'apporterais à l'équipe. La promotion me semblait si proche que je pouvais la goûter, ce qui rendait la révélation de ce soir encore plus amère. En y repensant, je pouvais voir tous les signes qui m'avaient échappé, la façon dont les yeux de Kevin fuyaient les miens quand il parlait de mon brillant avenir. Le calendrier vague qu'il avait donné pour la décision. La façon dont il changeait de sujet chaque fois que je posais des questions sur les prochaines étapes. Je ne savais pas alors que la décision avait déjà été prise. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour prouver ma valeur, Chris était déjà en train d'être préparé pour le rôle lors de conversations privées auxquelles je n'étais pas convié. Cette considération n'était que le moyen trouvé par Kevin pour me garder motivé pendant qu'il préparait son véritable choix. Je m'étais fait avoir depuis le premier jour, et j'étais trop concentré sur l'excellence pour voir le jeu qui se jouait autour de moi. Chris arrivait tout droit d'une agence plus petite, plein de charme et d'excès de confiance. Il avait ce genre de sourire facile qui faisait oublier aux gens qu'il n'avait encore rien accompli. On m'avait dit de lui montrer les ficelles du métier et, au début, cela ne me dérangeait pas. J'aimais sincèrement aider les gens à réussir. Mais j'ai vite remarqué que mon patron incluait Chris dans des réunions clients auxquelles il n'avait aucune raison de participer. Son nom a commencé à apparaître sur des diapositives de crédit qui auraient dû porter le mien. Quand j'en ai parlé à Kevin, il a balayé ça d'un revers de main, parlant de formation croisée et de création d'une réserve de talent. Je pensais que c'était une préparation temporaire pour de futurs comptes. Chris avait le don de se rendre mémorable lors des réunions sans pour autant y apporter beaucoup de substance. Il posait une question pertinente qui faisait hocher la tête de tout le monde avec approbation, puis il surfait sur cette impression pendant tout le reste de la discussion. C'était une compétence que je n'avais jamais maîtrisée, faire un grand impact avec un minimum d'effort. Les autres collègues semblaient charmés par son enthousiasme et sa perspective nouvelle. Ils ne remarquaient pas que ces idées n'étaient généralement que des variations de stratégies que j'avais déjà proposées, ou que ces idées provenaient de conversations que nous avions eues la veille. Il était doué pour faire passer mes connaissances pour ses innovations. Chris semblait reconnaissant pour mes conseils, posant toujours des questions réfléchies et prenant des notes détaillées. Il me remerciait après chaque réunion, me disant à quel point il apprenait. Je l'aimais bien en tant que personne, ce qui compliquait encore les choses. Il aurait été plus facile de le détester s'il avait été ouvertement manipulateur. Au lieu de cela, il était juste ambitieux et prêt à accepter des opportunités qui auraient dû m'être destinées. Cela le rendait dangereux d'une manière complètement différente. 2 semaines avant le dîner, j'ai surpris Chris en train de dire à un autre collègue qu'il allait reprendre mes comptes. Il riait comme si c'était déjà gravé dans le marbre, décrivant les plans des campagnes que j'avais développées. Mon estomac s'est noué, mais je n'y ai pas prêté attention. Il n'y avait eu aucune annonce officielle. Peut-être était-il juste trop optimiste quant à ses futures responsabilités. Pourtant, quelque chose dans son ton me mettait mal à l'aise. Il ne spéculait pas sur des possibilités. Il discutait de certitudes. Il a mentionné des dates de transition spécifiques et des allocations de budget dont je n'avais pas été informé. Soit Chris délirait sur ses perspectives, soit il y avait des conversations en cours dont je ne faisais pas partie. La conversation que j'avais surprise s'était déroulée près de la machine à café, là où les ragots de bureau coulaient traditionnellement aussi librement que la caféine. Chris ne m'avait pas vu approcher de derrière le placard à fourniture. Sa voix portait ce ton confiant de quelqu'un qui partage des informations d'initié, et non de quelqu'un qui prend ses désirs pour des réalités concernant ses perspectives de carrière. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux dynamiques de bureau. Le calendrier de Kevin semblait comporter de nombreuses réunions de planification stratégique qui ne m'incluaient pas. Chris restait tard plus souvent, non pas parce qu'il avait du travail à terminer, mais parce qu'il avait de longues conversations avec la direction. Les pièces formaient une image que je ne voulais pas voir. Maintenant, assise dans ce restaurant, j'ai réalisé que Chris ne se vantait pas. Il disait la vérité. Il savait ce que j'allais apprendre des semaines avant que Kevin ne me le dise. Ce soir-là, après le dîner, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas défoulé auprès de mes amis, ni n'ai écrit de mets de colère que je n'enverrai jamais. Je me suis assise à la table de ma cuisine avec une tasse de café et j'ai écrit une phrase dans mon carnet. Rends-toi irremplaçable pour le client, pas pour l'entreprise. Si le compte Stevenson dépendait de moi personnellement, Kevin ne pourrait pas simplement m'écarter sans conséquence. Cela n'allait pas être un combat au grand jour. Cela allait être une partie d'échecs. Chaque mouvement serait calculé,
chaque résultat planifié 3 étapes à l'avance. Je ne saboterai pas Chris directement et je ne ferai rien qui puisse remonter jusqu'à moi. Au lieu de cela, je créerai une situation où son échec serait inévitable et ma valeur indéniable. Je me suis préparé une autre tasse de café, plus fort cette fois, et je me suis installé pour une longue nuit de planification stratégique. Cela nécessitait une réflexion approfondie, pas une réaction émotionnelle. Je devais comprendre chaque angle, chaque conséquence potentielle, chaque résultat possible. Une seule erreur pouvait ruiner tout ce que j'essayais de construire. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement de mon ordinateur portable et d'une voiture passant occasionnellement à l'extérieur. Je me sentais complètement calme pour la première fois depuis que cette conversation à dîner avait commencé. J'avais un plan maintenant, une voie à suivre qui ne dépendait de l'approbation ou de la reconnaissance de personne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché chaque email, chaque note de réunion, chaque communication que j'avais eue avec Stevenson au cours des 2 dernières années. J'ai cartographié leur organigramme, leurs décideurs, leurs points faibles et leurs objectifs. Quand je me suis couché à 2 heures du matin, j'avais une stratégie qui ferait passer l'annonce du dîner de Kevin pour le coup d'envoi d'un match qu'il ne savait même pas qu'il jouait. J'ai programmé un appel de mise au point avec l'équipe Stevenson le lendemain. Rien d'officiel, juste Amanda qui prend des nouvelles de l'évolution des choses. J'ai plus écouté que parlé, les interrogeant sur leurs objectifs, leurs frustrations et leurs projets futurs. Ils étaient heureux de discuter, toujours reconnaissants de l'attention que je portais à leurs besoins. Pendant l'appel, je leur ai offert des aperçus d'idées de campagne avant même que Kevin ou Chris n'en connaissent l'existence. J'ai réfléchi à votre lancement du 2e trimestre, ai-je dit avec désinvolture. Et si nous l'abordions sous un angle complètement différent? J'ai esquissé des concepts dont je savais qu'ils les enthousiasmeraient, suscitant l'attente de solutions que moi seul pouvais fournir. À la fin de la conversation, il m'envoyait des emails directement pour tout. Pas à Kevin, pas à Chris, à moi. Cette chaîne de mai deviendrait ma bouée de sauvetage, un canal de communication directe qui contournait entièrement la hiérarchie du bureau. Chaque message était professionnel. Chaque interaction leur était précieuse. Je n'étais pas manipulatrice. Je me rendais indispensable. Il y a une différence. Et cela comptait plus que Kevin ne le comprendrait jamais. Au cours du mois suivant, j'ai mémorisé chaque détail des préférences de Stevenson, le vin préféré du PDG pour les dîners clients, le choix d'université des enfants du directeur marketing, les dates de lancement de produits qu'il n'avait jamais mentionnées publiquement. Je ne manipulais pas. Je leur montrais que j'accordais autant d'importance à leur succès qu'eux. J'ai commencé à leur envoyer des articles sur l'industrie qui n'étaient pas directement liés à nos campagnes, mais qui étaient pertinents par rapport à leurs défis commerciaux. Je me suis souvenu des anniversaires de leur entreprise et j'ai envoyé des félicitations. Lorsque leur concurrent a fait une annonce majeure, j'ai été la première à les appeler avec des idées stratégiques sur la façon dont ils pouvaient réagir. Lentement, mon nom est devenu synonyme de fiabilité et de perspicacité. Quand ils avaient des questions, ils m'appelaient. Quand ils avaient besoin de conseils, ils faisaient confiance à mon jugement. Quand ils planifiaient leur avenir, ils supposaient que j'en ferais partie. Chris en était encore à apprendre leur nom, tandis que je devenais membre de leur équipe élargie. Les fondations que je construisais lui seraient impossibles à reproduire, car elles reposaient sur 2 années de relations authentiques qui ne pouvaient être ni simulées ni accélérées. Quand Chris me demandait des conseils sur une proposition, je les lui donnais volontiers, mais pas la version finale peaufinée. Je partageais la stratégie générale, mais j'omettais quelques idées clés dont je savais que le client les appréciait. Ce n'était pas du sabotage. C'était simplement un mentorat incomplet. Il devrait apprendre certaines leçons à la dure. Lorsque le client a repoussé son plan, Chris a semblé mal préparé et troublé. Il avait suivi mes conseils, mais sans la compréhension nuancée qui vient de l'établissement d'une relation au fil des ans, sa présentation semblait générique et complètement à côté de la plaque. Le client est resté poli, mais visiblement peu impressionné par son manque de discernement quant à ses besoins spécifiques. Kevin a dû intervenir pendant la réunion, s'excusant pour le malentendu et promettant une approche révisée. J'observais depuis le coin de la salle de conférence la confiance de Chris se dégonfler en temps réel. Personne ne me soupçonnait de rien. Je n'avais été que d'un soutien sans faille et professionnel. C'était simplement son terrain d'essai, et il échouait par ses propres moyens. La différence entre connaître un client et le comprendre véritablement devenait douloureusement évidente pour tout le monde dans la pièce.
Mon patron m'a prise à part un vendredi après-midi. Tu rends Chris nerveux, a-t-il dit avec un demi-sourire. Peut-être devrais-tu y aller un peu plus doucement. Laisse-lui prendre ses marques. Le commentaire m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Chris s'était plaint à Kevin de se sentir dépassé ou mal préparé. Ça signifiait que ma stratégie fonctionnait. J'ai hoché la tête et promis de prendre un peu de recul. Je veux qu'il réussisse, ai-je dit sincèrement. Peut-être ai-je été un peu trop présente lors de la transition. Kevin a semblé soulagé par ma réponse. Pensant probablement qu'il avait résolu un problème de personnel avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Mais je savais que Chris n'était pas nerveux à cause de moi. Il était nerveux parce que sans mes conseils constants, il n'avait aucune base sur laquelle s'appuyer. Le compte Stevenson nécessitait une connaissance institutionnelle qui ne pouvait pas être téléchargée en quelques sessions de formation. Cela exigeait des relations qui s'étaient construites conversation après conversation, au fil des mois et des années. Bientôt, cela serait évident pour tout le monde, pas seulement pour moi. La demande de Kevin de lever le pied était en fait une permission de laisser Chris échouer de manière plus visible. J'ai invité l'équipe Stevenson pour un café informel lors de leur visite à Chicago la semaine suivante. Pas d'ordre du jour, pas d'argumentaire de vente, juste du lien. Nous avons parlé de leurs enfants, de leurs projets de vacances, de leurs réflexions sur les tendances du secteur. C'était le genre de conversation qui a lieu entre amis, pas seulement entre partenaires commerciaux. Ils sont partis en me disant qu'ils ne pouvaient pas imaginer la gestion de leur compte sans quelqu'un qui comprenait leur entreprise aussi profondément. Les mots exacts étaient « Amanda nous comprend d'une manière qui est rare ». J'ai gardé ce commentaire en mémoire pour plus tard, sachant qu'il compterait plus qu'il ne le réalisait dans les mois à venir. Ce soir-là, j'ai envoyé à chacun d'eux un email de suivi personnalisé avec de petites attentions qui montraient que j'avais été à l'écoute. Une recommandation de restaurant pour le dîner d'anniversaire du directeur marketing, un article sur les admissions à l'université pour la fille du PDG, un contact commercial qui pourrait les aider dans leur projet d'expansion. Ce n'étaient pas des gestes grandioses. C'étaient les petits actes d'attention qui bâtissent une loyauté inébranlable au fil du temps. Chris pouvait apprendre nos processus, mais il ne pouvait pas reproduire 2 ans de soins sincères et d'attention aux détails. Chris a envoyé par erreur un brouillon interne à l'équipe Stevenson, rempli d'idées farfelues et de données obsolètes. L'email était destiné à Kevin, mais Chris a accidentellement cliqué sur « Répondre à tous » dans un fil de discussion client. Le document révélait nos marges bénéficiaires internes, montrait des recherches incomplètes et incluait des commentaires sur leur budget limité qui n'étaient jamais destinés à être vus par le client. Le client était poli mais manifestement inquiet du manque de professionnalisme et de la violation de la confidentialité. Lorsqu'ils m'ont mise dans la boucle pour arranger la situation, je l'ai fait gracieusement, présentant la chose comme un soutien à l'équipe pendant une période de transition chargée. J'ai dissipé le malaise avec une combinaison d'excuses et de distractions, redirigeant leur attention vers de nouvelles possibilités de campagne passionnantes. Kevin a loué mon sauvetage, me qualifiant de véritable joueuse d'équipe. Devant tout le département. Chris m'a remercié abondamment, clairement embarrassé par son erreur. L'ironie était délicieuse. On me célébrait pour avoir nettoyé un gâchis qui servait en fait parfaitement ma stratégie globale. À chaque faux pas de Chris, ma valeur devenait plus évidente, et il trébuchait assez fréquemment pour que les gens commencent à remarquer un schéma. À ce stade, Stevenson avait commencé à contourner entièrement Chris pour tout ce qui était important. Il lui envoyait des mises à jour de routine par politesse, mais leurs vraies questions m'étaient adressées directement. Lorsqu'ils avaient besoin de conseils stratégiques, ils appelaient ma ligne. Lorsqu'ils avaient des inquiétudes quant aux performances de la campagne, ils prenaient rendez-vous avec moi. Kevin a commencé à faire pression pour que les crédits soient partagés sur toutes les communications, insistant pour que Chris soit mis en copie de chaque email et inclus dans chaque appel. Mais le ton des messages de Kevin m'indiquait qu'il se démenait pour trouver des moyens de donner à Chris l'air pertinent auprès d'un client qui avait déjà exprimé clairement sa préférence. J'ai gardé la tête baissée et mon travail est resté impeccable. Chaque jour, la balance penchait un peu plus en ma faveur. Chris travaillait plus dur que jamais, restait tard et arrivait tôt, mais l'effort sans expertise n'était que du désespoir visible. Le client pouvait sentir son incertitude et cela les mettait mal à l'aise. Il voulait de la confiance et de la compétence, pas de l'enthousiasme et de bonnes intentions. Je leur donnais exactement ce dont ils avaient besoin, tandis que Chris leur donnait des raisons de s'inquiéter pour l'avenir de leur compte. 2 mois après le dîner, le PDG de Stevenson m'a appelé directement.
C'était un jeudi après-midi et j'examinais les indicateurs de campagne quand mon téléphone a sonné. Amanda, nous devons discuter du contrat de l'année prochaine, a-t-il dit. Pouvons-nous organiser une réunion juste pour nous deux? Mon pouce est accéléré. C'était le moment vers lequel je tendais, mais j'ai gardé ma voix stable et professionnelle. Bien sûr. De quoi aimeriez-vous discuter? Il a fait une pause pendant un instant, choisissant ses mots avec soin. Nous voulons nous assurer que vous serez toujours sur notre compte. Votre compréhension de notre entreprise est irremplaçable. Je l'ai remercié pour sa confiance et j'ai programmé la réunion pour la semaine suivante. Après avoir raccroché, je suis resté assise tranquillement à mon bureau pendant plusieurs minutes, digérant ce qui venait de se passer. Le client n'exprimait pas seulement une préférence. Il fixait une limite sans le dire directement. Il me disait que leur relation commerciale était avec moi personnellement, pas avec l'agence. Cet appel téléphonique était mon coup de grâce, porté sans que j'aie à lever le petit doigt. Lorsque Stevenson a envoyé les documents de renouvellement la semaine suivante, il y avait une nouvelle clause noir sur blanc. Amanda King doit rester le contact principal, sinon le contrat est nul. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je ne l'imaginais pas. Je ne l'avais pas ajouté. Je ne l'avais même pas suggéré. Ils l'avaient fait eux-mêmes, de leur propre initiative. La clause était enfouie au milieu du document, mais ses implications étaient claires comme de l'eau de roche. Si Kevin voulait conserver leur compte à $1 million, il devrait me maintenir à sa tête. Chris pouvait avoir sa promotion, mais il ne pouvait pas avoir la chose qui comptait le plus, le client qui validait tout ce que j'avais construit en 9 ans. J'ai transféré le contrat à Kevin avec un simple mot, « Merci de revoir ceci et de me faire savoir si tu as des questions ». Je n'ai pas mis la clause en évidence ni fait de commentaires sur son importance. J'étais sûr qu'il la trouverait tout seul et qu'il comprendrait exactement ce qu'elle signifiait. La balle était désormais entièrement dans son camp, et toutes les options qui s'offraient à lui étaient perdantes. Il pouvait accepter la clause et admettre que j'étais indispensable, ou la rejeter et perdre son plus gros client. D'une façon ou d'une autre, j'avais gagné. La clause a atterri sur le bureau de la PDG de notre entreprise en quelques heures. J'ai été convoqué à une réunion à laquelle je savais que Kevin ne s'attendait pas. Notre PDG, Patricia, avait monté l'agence de toutes pièces et comprenait la valeur des relations clients mieux que quiconque. Elle m'a félicité pour le lien que j'avais tissé avec Stevenson et a déclaré que le client n'était pas négociable. C'est exactement le genre de partenariat qui forge notre réputation, a dit Patricia en examinant les termes du contrat. Tout ce dont ils ont besoin pour se sentir en confiance et continuer avec nous, nous le leur fournissons. Elle a annoncé que je garderais le compte et que je lui ferais directement rapport sur toutes les questions liées à Stevenson. Le visage de Kevin en entendant cette décision est un souvenir que je garderai pour toujours. Il a essayé d'argumenter que le changement perturberait la dynamique de l'équipe, mais Patricia l'a vite fait taire. La dynamique d'équipe ne paie pas notre loyer, a-t-elle dit brutalement. La satisfaction du client, oui. En moins d'1 heure, toute la structure du pouvoir avait basculé. Chris pouvait garder sa promotion, mais je venais de devenir intouchable, et Kevin le savait. Une semaine plus tard, une agence concurrente, avec laquelle j'avais discrètement gardé le contact au fil des ans, m'a offert un poste de direction avec une augmentation de salaire de 30% et départ dans l'entreprise. Ils avaient entendu parler de mon succès avec Stevenson grâce à leurs contacts dans le secteur et voulaient quelqu'un capable d'apporter ce niveau de gestion de la relation client à leur entreprise en pleine croissance. Mais la véritable surprise est survenue lors du processus d'entretien. Quand j'ai mentionné que je pourrais être intéressé à changer d'entreprise, ils m'ont dit avec désinvolture que Stevenson les avait déjà appelés. Le client avait d'une manière ou d'une autre eu vent de mon départ potentiel et les avait contactés de manière proactive pour dire qu'ils déplaceraient leurs affaires si je rejoignais la nouvelle agence. Je n'ai pas eu à réfléchir à 2 fois à cette offre. Ce n'était pas seulement un meilleur emploi. C'était la validation que mon travail avait de la valeur au-delà des politiques de n'importe quelle entreprise. La nouvelle agence comprenait ce que Kevin n'avait pas réussi à saisir, que les grandes relations avec les clients sont construites par des individus, pas par des institutions. Ils ne faisaient pas que m'embaucher. Ils investissaient dans des résultats avérés, et ils étaient prêts à payer en conséquence. J'ai attendu que le nouveau contrat soit signé avec Stevenson avant de remettre ma démission. Le timing était crucial. Cela signifiait que Kevin n'avait aucun moyen de pression pour négocier, ni le temps de préparer une contre-stratégie. J'ai remis une lettre de démission polie et professionnelle avec un préavis de 2 semaines,
invoquant une opportunité de croissance professionnelle qui correspond à mes objectifs de carrière. Aucune accusation, aucun drame, juste la finalité silencieuse et létale de partir avec son joyau de la couronne. Kevin a essayé de programmer une réunion immédiate pour discuter de ma décision, mais j'étais déjà parti mentalement. J'avais fait mon choix en me basant sur des calculs minutieux, pas sur l'émotion. Il ne pouvait rien dire qui puisse me faire changer d'avis ou annuler les mois de positionnement stratégique qui avaient mené à ce moment. J'ai passé ces 2 semaines à documenter tout ce que je pouvais sur les autres comptes, étant aussi utile que possible pour assurer des transitions en douceur. Mais en ce qui concernait Stevenson, j'ai été clair sur le fait qu'ils avaient fait connaître leurs préférences dans le contrat. Je n'abandonnais pas le client. Je suivais leur exemple. Ils m'avaient déjà dit exactement ce qu'ils voulaient, et ce n'était pas compatible avec le fait de rester dans mon entreprise actuelle. Kevin a insisté pour m'emmener à un déjeuner d'adieu lors de mon dernier jour. Il a choisi le même restaurant où il avait annoncé la promotion 2 mois plus tôt. Je pouvais voir que l'ironie ne lui échappait pas alors que nous étions assis à une table similaire. Les rôles étaient complètement inversés par rapport à notre dernière conversation à cet endroit. Il a passé la majeure partie du repas à demander s'il y avait quoi que ce soit qu'il puisse faire pour me retenir. Il m'a proposé une contre-promotion, une augmentation, plus de responsabilités. Mais nous savions tous les deux que le vrai problème ne pouvait pas être résolu avec de l'argent ou des titres. Il avait perdu quelque chose de plus précieux qu'un employé. Il avait perdu toute crédibilité auprès de son plus gros client. J'ai souri, je l'ai remercié pour toutes les opportunités au fil des ans, et je lui ai dit que j'étais reconnaissante pour la clarté qu'il m'avait apportée ce soir-là au restaurant. J'ai observé le moment exact où le souvenir l'a frappé, je l'ai vu comprendre que toute cette situation avait commencé avec sa décision de me laisser de côté pour la promotion. Son erreur avait été de penser que ce dîner était une fin. Au lieu de cela, il avait été mon commencement. Stevenson a quitté l'agence dans le mois qui a suivi mon départ. Ils ont respecté les termes de leur contrat en donnant le préavis approprié, mais ils ont précisé que leur décision était basée sur la volonté de continuer à travailler avec moi spécifiquement. Chris a été réaffecté à un compte plus petit et moins visible où sa courbe d'apprentissage ne coûterait pas si cher. Kevin a perdu sa place à la table de la direction lorsque l'agence a dû expliquer au conseil d'administration comment ils avaient mal géré une relation client à $1 million. L'histoire est devenue une fable édifiante sur l'importance de reconnaître et de retenir les meilleurs talents. Je n'ai plus jamais entendu parler de Kevin ni de Chris, ce qui était exactement ce que je voulais. Mon nouveau rôle était tout ce que je désirais et bien plus encore. L'agence me traitait comme une partenaire, et pas seulement comme une employée. Ils comprenaient que ma valeur provenait de relations et d'une expertise qui ne pouvait pas être facilement remplacée. Plus important encore, ils ont créé un environnement où mon succès se traduisait directement par leur succès. C'était un partenariat basé sur le respect mutuel plutôt que sur la hiérarchie de l'entreprise. Avec le recul, je me suis rendu compte que je n'avais pas gagné parce que je m'étais battu plus fort. J'avais gagné parce que j'avais choisi le bon champ de bataille. La promotion qu'il m'avait refusée est devenue sans importance une fois que j'ai construit quelque chose qu'il ne pouvait pas m'enlever. Au lieu de concourir pour l'approbation de Kevin, je me suis concentré sur l'acquisition de la confiance du client. Au lieu d'essayer de prouver que je méritais le poste, j'ai fait en sorte que le poste dépende de moi. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort, c'est de rendre leur approbation dénuée de sens. Kevin pensait qu'il gérait une simple décision de personnel, mais il créait en fait sa propre chute. Chaque choix qu'il a fait pour minimiser ma valeur n'a fait qu'accroître ma motivation à démontrer ma valeur ailleurs. Ce dîner a tout changé, mais pas de la manière voulue par Kevin. Il pensait fermer une porte, mais il ouvrait en fait une fenêtre. La promotion qu'il avait donnée à Chris était temporaire, mais la relation client que j'ai construite était permanente. Et c'est exactement là-dessus que j'ai bâti mon avenir. Parfois, la plus grande faveur que quelqu'un puisse vous faire est de vous montrer exactement à quel point il accorde peu d'importance à ce que vous apportez à la table. Parce que c'est là que vous savez qu'il est temps de trouver une table qui apprécie votre valeur à sa juste mesure.